Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand format de Smart Impact que je vous propose pour creuser les enjeux de la transformation environnementale et sociétale avec un grand entretien de 26 minutes tout à l'heure. Et cette question, êtes-vous prêt pour l'impact, que je pose à une personnalité qui compte dans l'économie française. Tout à l'heure, ce sera Sandra Wabian, la directrice générale du CREDOC. Elle va analyser la place de la transition dans le quotidien des Français. Mais auparavant, pour démarrer notre émission, je reçois Laure Courty, la fondatrice de Jeustock, acteur du stockage et du garde-meuble en France, qui met en contact des locataires et des propriétaires d'espaces vacants. Dans notre débat, on va découvrir comment sensibiliser les écoliers aux enjeux écologiques avec l'association Ma Petite Planète. Et puis dans notre rubrique Start-up, je vous présenterai d'Euro, un comparateur de places de marché d'objets de seconde main. Voilà pour les titres. C'est un Smart Impact XXL que je vous propose tout de suite. L'invité de ce Smart Impact, c'est Laure Courty. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Jeustock, vous l'avez créé en 2013. Votre ambition, c'était quoi? Réinventer le stockage en quelque sorte? Oui, c'est ça, c'était réinventer l'industrie du garde-meuble. Donc on s'est lancé effectivement en 2013, c'était l'époque où on commençait vraiment à parler de la consommation collaborative et à partir d'un constat assez simple, celui de découvrir que dans nos centres urbains, il y a énormément de vacances. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen, via une plateforme web, de mettre en relation l'offre et la demande et de valoriser des surfaces qui sont déjà existantes. C'est parti d'une expérience personnelle, d'un déménagement, d'un changement de ville? C'est quoi le point de départ? Le point de départ, c'est une mutation de mon conjoint sur Bordeaux et effectivement tout mon camion de déménagement qui arrive avec plein de choses que je voudrais conserver, qui sont dans mon salon, je ne sais pas quoi en faire et tous les matins je vois mon voisin qui ouvre son garage, qui a plein de place et je me dis c'est dommage, j'aimerais bien pouvoir lui louer quelques mètres carrés. Et voilà, et je commence à faire une étude de marché sur ce marché titanesque en fait. Et puis je me dis que ça a un sens dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui que de réutiliser et de valoriser des surfaces qui sont déjà existantes plutôt de continuer à bétonner nos centres urbains. Évidemment, c'est l'un des enjeux majeurs. Est-ce que justement ce marché, la demande de stockage, elle continue d'augmenter, elle stagne? C'est quoi le marché? Alors c'est un marché qui est en forte croissance puisqu'il est assez lié à l'urbanisation. Donc comme on est un des pays les plus urbanisés, vous pouvez imaginer que la demande elle est croissante. Elle s'est un petit peu ralentie, un peu tassée en 2024. Là on sent une bonne reprise sur 2025 et je pense qu'elle va être très entretenue dans les années futures par tous les enjeux de micro-logistique. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on s'adresse aussi bien à des particuliers qu'à des professionnels. Et compte tenu des enjeux de distribution que vous avez actuellement, de proximité, du fait que les gros poids lourds ne peuvent plus rentrer dans les zones urbaines, etc., et bien vous allez avoir besoin de micro-zones de stockage partout sur le territoire. Et c'est là où Jeustock a une force de proposition incroyable et un maillage territorial qu'aucun autre acteur ne peut proposer aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a combien de propriétaires d'espaces vacants, potentiellement vacants, qui sont inscrits sur la plateforme? Aujourd'hui, on est présent dans plus de 28 000 villes. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le maillage territorial. Uniquement en France? Alors, on est un petit peu présent en Belgique, mais vraiment majoritairement sur le territoire français. 28 000 villes, c'est beaucoup. Ouais. C'est vraiment énorme. Donc, il n'y a pas une région ou un coin de France qui, entre guillemets, vous échappe? Non, parce qu'en plus, on a très vite attaqué aussi les zones rurales. Donc, on est aussi présent dans des petites villes où vous avez énormément de demandes, contrairement à ce qu'on peut penser, puisqu'il n'y a pas d'acteurs traditionnels. Donc, c'est simple, c'est soit Jeustock, soit rien. Donc, ou soit vous connaissez tout le voisinage. Donc oui, 28 000 villes. Et donc aujourd'hui, notre enjeu, c'est de continuer à mailler ce territoire et surtout collaborer en fait avec des acteurs publics, c'est ce qu'on fait de plus en plus, pour récupérer justement des surfaces qui leur appartiennent, qui aujourd'hui sont vraiment vacantes, et de les transformer en surfaces de stockage. Oui, on parlera notamment de ce que vous faites avec les bailleurs sociaux, parce que c'est une dimension importante. Mais je vois effectivement qu'on parle de l'alternative que vous représentez, parce que vous nous dites qu'il y a un marché qui est plutôt en train de repartir. Donc la logique à l'ancienne, c'est de construire de nouveaux espaces de stockage. Alors il y a la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Bon,
il y a un petit retour en arrière, il y a des parlementaires, des parlementaires qui veulent revenir en arrière, mais malgré tout, en termes, là je parle de l'impact environnemental. Vous avez comparé les deux solutions, j'imagine, ou l'impact positif qu'une entreprise comme la vôtre peut représenter. Si vous voulez, aujourd'hui, nous, par exemple, je peux vous dire, en 2024, on a plus d'1 million de mètres carrés qui sont valorisés. Donc, on n'a pas bétonné un seul mètre carré. Versus, si vous regardez... Bon, alors déjà, on le sait, là, le stockage est une industrie qui est hyper gourmande en mètres carrés. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant de s'attaquer à cette industrie-là. Et sur l'artificialisation, en fait, en France, on est les plus mauvais élèves de l'Europe et on artificialise environ 2 à 3 fois Paris par an. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. Donc vous contribuez au réchauffement, à la disparition de la biodiversité, au fait qu'il n'y a plus de ruissellement, donc des inondations, etc. Donc est-ce qu'on veut continuer à faire ça ou pas? Bon, nous, on a pris le parti de se dire que non et que vous voyez l'immobilier de bureau qui est en train de s'écrouler. Voilà, c'est des surfaces qu'on va pouvoir valoriser sur d'autres enjeux qui servent à tout le monde, les particuliers et les professionnels. Question toute simple, comment ça marche? C'est une place de marché, Gestock? Oui, c'est très très simple. C'est vraiment une plateforme web qui met en relation le propriétaire et le locataire, donc des propriétaires qui ont des zones qui sont inutilisées, une cave, un garage, un entrepôt, que sais-je. Et de l'autre côté, on a soit un particulier, soit un professionnel qui a besoin d'entreposer ses affaires pendant, en général, jusqu'à 18-24 mois. Votre modèle économique, c'est quoi? Vous prenez une partie de la transaction? Voilà, on prend une commission sur chaque location et on apporte la garantie sur la partie paiement et l'assurance, évidemment. Et puis on a tout un service client ultra accessible puisqu'on a toutes nos équipes en France et notamment à Bordeaux. Et pour ceux qui ont des meubles à stocker, les locataires, c'est moins cher que le reste du marché? Ah oui, on est entre 50 et 60% moins cher que les acteurs traditionnels du garde-meuble. Voilà, je peux vous donner un exemple. Sur Paris, on va être autour de 21 € du mètre carré, là où vous êtes à plus de 50 € chez un acteur traditionnel. Et ça rapporte aux propriétaires? Il y a une moyenne de ce que ça peut rapporter par an ou par mois? Oui, on est, sur une année, sur un particulier, on est autour de 1 700 €. Ouais. C'est donc non sur des négligeable. mètres carrés, voilà, sur des mètres carrés qui sont inutilisés, moi je le fais personnellement dans ma cave. Je peux vous dire que quand je dois payer les cadeaux de Noël de mes enfants à la fin de l'année, je suis contente de récupérer. Vous l'avez évoqué, est-ce qu'il y a de plus en plus de professionnels qui utilisent la solution que vous proposez? Oui, de plus en plus d'artisans, de plus en plus de commerçants. Pourquoi? Parce que vous voyez comment ça se passe notamment à Paris. Les camions et les utilitaires peuvent de moins en moins rentrer. Il y a plein de mesures en fait qui sont mises en place pour essayer de convaincre tout le monde de ne plus rentrer avec des véhicules qui sont polluants. Et du coup, c'est des acteurs qui vont aller chercher des relais logistiques de proximité pour aller attaquer un chantier X ou Y. Et c'est là où nous, on intervient. Et donc oui, on voit que c'est vraiment un marché qui se développe vite. Alors, vous parliez des acteurs publics, notamment les bailleurs sociaux. Vous avez un partenariat avec un certain nombre de bailleurs sociaux, c'est ça? Oui, on est présent dans plus de 800 résidences en France qui appartiennent donc à des bailleurs sociaux. C'est des partenariats qu'on a mis en place déjà depuis plusieurs années et on a reçu un accueil ultra favorable de la part du logement social avec une vraie volonté d'innovation et de justement valoriser leur patrimoine, qui est un patrimoine qui est financé pour partie par des fonds publics. Et ce qui est assez génial, c'est que du coup, les loyers qui vont être perçus par les bailleurs sociaux via la plateforme Gestock, ils vont être réutilisés en grande majorité pour la réhabilitation des bâtiments. Donc c'est vraiment vous financez indirectement du logement social, c'est ça? Ouais, en tout cas de la réhabilitation de logement social et pour partie, j'imagine que certains doivent aussi construire, quoi. Ouais. Et là aussi, il y a une dimension, des solutions qui sont peut-être adapté à des personnes en difficulté? Est-ce que c'est des loyers encore plus faibles? Est-ce qu'il y a une solution spécifique au logement social? Alors oui, on a évidemment, dès le début, on a conclu avec nos partenaires des conventions avec un engagement fort de notre part à rester sur des loyers ultra modérés. Et donc, pendant plus de 5 ans, on n'a pas fait une seule augmentation de loyer sur notre parc. De manière à justement permettre à tout le monde d'avoir une solution de stockage à proximité. Et dans cette convention, il y a le ministère du Logement?
Alors, comment ça marche? Parce que est-ce que vous avez été vers eux, vous les avez convaincus, vous avez été aidés par le ministère du Logement? Alors, on travaille avec le ministère du Logement sur certains enjeux, notamment réglementaires, mais nos interlocuteurs, c'est vraiment les bailleurs sociaux. Ouais. Et est-ce qu'il y a des administrations, parce que j'imagine que des mètres carrés vacants, il y en a pas mal, qui commencent à s'intéresser à une solution comme la vôtre? Oui, ou des collectivités locales d'ailleurs. Il y a des collectivités locales, oui, pas mal qui se préoccupent de savoir ce qu'ils vont faire de leur foncier. Donc oui, et c'est là où on est en train de réfléchir à des modèles pour aller beaucoup plus loin sur la transformation, avec des structures mobiles, de manière à ce que les locaux puissent être réutilisés si besoin. Donc voilà, c'est un des gros enjeux de développement dans les futures années. Ça veut dire quoi? Ce serait quoi une structure mobile? C'est-à-dire c'est des structures de boxage qui vont vous permettre de boxer rapidement et donc de mettre à disposition des surfaces et puis de les enlever le jour où vous n'avez plus besoin, où vous devez réutiliser votre local pour autre chose. Quelle perspective de croissance, de développement vous donnez à une solution comme JustStock aujourd'hui? Nous, on est assez confiants. On a fait 10 millions en 2024. On prévoit, en 2026, on prévoit 20 millions. Donc la croissance, elle est au rendez-vous. On a une équipe de plus de 50 personnes sur Bordeaux. Il y a des concurrents internationaux, parce que vous disiez on est présent essentiellement en France, un peu en Belgique, parce qu'il y a cette option d'un déploiement international, j'imagine. Oui, donc il n'y a pas vraiment de modèle alternatif en Europe aujourd'hui. Excusez-moi. Donc ça fait partie des ambitions qu'on va avoir, oui, dans les prochaines années, j'imagine, d'attaquer certains pays limitrophes, en tout cas dans un premier temps. Merci beaucoup, Laure Courtier. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat des défis écologiques pour sensibiliser les enfants aux enjeux de transition. Notre débat Smart Cause avec une fois par mois une association mise à l'honneur en partenariat avec DIFT et Clara Piget. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, les cofondatrices responsables des opérations de DIFT et Clément Debosc. Bonjour. Bonjour Thomas. Cofondateur de Ma Petite Planète. On rappelle le concept de DIFT en quelques mots? Avec plaisir. DIFT, donc, c'est une start-up qu'on a créée avec mes associés il y a 3 ans. C'est une plateforme qui permet aux entreprises de rendre leur mécénat participatif et collaboratif en impliquant leurs clients ou leurs collaborateurs dans le choix des associations qui sont financées dans le cadre de, par exemple, dons de points dans un programme de fidélité ou cadeaux de fin d'année solidaires, par exemple, à des clients. Qui sont vos clients? C'est plutôt des grosses entreprises, des PME, c'est toute taille? On travaille avec tout type d'entreprise. Ça va de la PME qui a envie de changer un peu ses habitudes sur, par exemple, des goodies à offrir sur des salons ou des cadeaux à offrir en fin d'année à ses clients, fournisseurs, collaborateurs, jusqu'aux très grandes marques que tout le grand public connaît. Je ne sais pas si j'ai le droit de les citer. Vous pouvez en citer quelques-unes, sur des programmes de fidélité dans l'hôtellerie, par exemple, où les clients peuvent donner leurs points de fidélité qu'ils ont accumulés en dormant à l'hôtel à des associations, et ça se transforme en dons financés par l'entreprise. Ou par exemple des produits financiers solidaires. Je place mon argent à la banque, j'ai des intérêts qui me sont reversés et je peux en verser une partie à des assos. Donc voilà, tout type. Oui, il y a une adaptation en fait au métier ou au business de l'entreprise. Et alors côté association, ça représente combien d'associations accompagnées chaque année? Chaque année, c'est une centaine d'associations en général qui sont financées par nos clients. Certaines qui sont là depuis longtemps, comme Ma Petite Planète, d'autres qui vont plutôt bénéficier de programmes ponctuels, ça dépend, une centaine. Et on va présenter Ma Petite Planète, donc créée en 2020, cette association avec Mathilde Hébert et Christian Nalatambi. Pourquoi vous l'avez créée? C'était quoi l'idée de départ? Le constat de départ, c'est qu'il y a une inertie sur les sujets écologiques et qu'il faut massivement et collectivement passer à l'action pour protéger la planète. Voilà. Et du coup, on est parti d'abord avec notre entourage en mode grand public. C'était d'abord un jeu à vivre entre amis, famille, etc. pour se motiver collectivement pendant 3 semaines à réaliser des défis écologiques en partant de l'idée que c'est vraiment le challenge avec un contexte donné et une expérience sociale avec des preuves, des défis à partager qui allaient motiver les gens. Et ensuite, on a décliné ça dans un format entreprise et scolaire progressivement. Oui, effectivement.
Absolument. Alors, ça fonctionne comment? C'est quoi ce challenge? Alors concrètement, vous avez une application mobile, Ma Petite Planète. Vous la téléchargez, vous pouvez créer votre ligue et inviter vos amis ou dans le cadre d'un team building avec votre entreprise, eh bien, créer une ou plusieurs ligues pour vivre une expérience commune. On crée 3 éditions par an. Les participants se rattachent à une édition et donc collectivement, vous allez vivre 3 semaines autour de défis sur l'alimentation, les déchets, la mobilité, l'énergie, la biodiversité. Voilà, et donc ça peut être venir au travail à vélo, ça peut être cuisiner des légumes de saison, ça peut être faire une balade en forêt. Avec un petit côté compétition. Tout à fait. Ouais. Donc, vous avez des points à titre perso, mais surtout quand vous réalisez des défis, vous contribuez au score de votre équipe et vous la faites avancer dans le fameux classement général. Et c'est pour ça qu'il y a une émulation collective autour du challenge. Ma petite planète, mon petit gazon, il y a l'affiliation. Exactement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de foot, pareil, collaboratif. Tout à fait. Et où on se lance des défis en famille ou entre potes, quoi. Exactement. Et l'idée de base, ça vient de là. Ce jeu qui a eu à date plus de 3 millions de joueurs, on s'est dit, ils ont réussi à faire quelque chose de massif autour du football. Pourquoi on n'arrivera pas à faire quelque chose de massif sur l'écologie, un sujet autrement plus urgent? Voilà. Le foot, c'est quand même très très urgent. Non, je suis d'accord avec vous. Pourquoi DIFT a souhaité et depuis longtemps soutenir Ma Petite Planète? Alors nous, chez DIFT, on a à cœur de sélectionner les associations avec qui on travaille de façon assez précise et de bien les connaître, bien comprendre les projets qui sont portés et ce qui les rend différents de ce qui existait déjà dans l'écosystème avant qu'elle soit créée. Et donc, Ma Petite Planète, il y a différents éléments qui nous ont convaincus et embarqués dans le format. Déjà, c'était un format qui n'existait pas avant. On partage le constat que amener du ludique et du challenge dans les sujets d'écologie, c'est vraiment très important, puisqu'on n'arrivera pas à faire passer à l'action un grand nombre de personnes sur des constats qui minent le moral. Donc, allons-y sur le ludique. Et on sait bien que l'enjeu de l'acceptabilité, il est majeur, on est en plein dedans. Exactement. Et l'autre chose qui nous convainc et nous motive beaucoup dans le modèle de Ma Petite Planète, c'est sa capacité de passer à l'échelle. En fait, comme le jeu permet d'embarquer des équipes de personnes à chaque fois qu'on a une nouvelle personne convaincue, que ce soit un enseignant qui emmène toute sa classe, un manager ou une personne d'une équipe qui se dit « je vais créer un team building solidaire » ou un particulier qui essaye de motiver des amis, on a une vraie capacité à toucher beaucoup de monde grâce à la technologie, grâce à cette application qui est accessible partout aussi, donc on a accès à tous les territoires. Donc voilà, cet enjeu de passer à l'échelle et porter les sujets à la source de façon positive, c'est important pour nous. Avec donc, il y a à la fois les entreprises et puis les écoles, donc ce sont les enseignants qui sont à l'initiative dans ce cas-là? Comment ça se passe? Oui, on a eu un formidable bouche à oreille dans le milieu éducatif grâce à tous les enseignants qui nous ont portés à dalle. Donc on est à 480 000 élèves qui sont passés à l'action et qui ont été mobilisés. Et du coup, l'idée c'est que l'enseignant télécharge l'application MPP scolaire, crée sa ligue et invite toute sa classe. Et ensuite, c'est pareil, c'est une sorte de grand concours autour de l'écologie, un peu comme le concours kangourou autour des mathématiques. Nous, notre ambition, c'est de faire le concours kangourou de l'écologie. En France et à l'international, on a aujourd'hui 10% de classes à l'étranger. Et pareil, on a 4 plateaux de jeux, voilà, une sorte de défi adapté à l'âge des enfants. Parce que, évidemment, on joue pas de la même façon en primaire ou au collège ou au lycée. À la petite section, et on a énormément de classes de maternelle. J'ai l'impression que quand il y a les éditions MPP, c'est vraiment, c'est le programme de l'école pour les maternelles, c'est super. Et du coup, les enfants font des défis à la fois en classe, mais potentiellement aussi peuvent en faire à la maison et en pleine nature avec leurs parents, s'ils sont partants aussi pour aller plus loin. Alors, nous, on a retrouvé ces chiffres, mais ça a manifestement évolué. Vous donniez 313 000 élèves sensibilisés, 3 600 000 défis écologiques réalisés à date. Et puis, alors ça m'intéresse, 84% des enseignants qui estiment que leurs élèves comprennent mieux les enjeux écologiques après avoir joué à Ma Petite Planète. Alors, évidemment, ça vous conforte dans ce projet, mais ça veut dire quoi? On revient à ce que vous disiez sur le côté ludique, la gamification, ça rend les messages plus faciles à intégrer. Les profs vous disent on est plus efficace grâce à ça? Alors, nous, ce qu'on cherchait surtout, c'est donner du pouvoir aux enfants, même s'ils sont jeunes. Et leur dire,
certes, voilà, vous êtes petit, vous n'avez pas de capacité financière à ça, mais vous pouvez quand même agir dès le plus jeune âge pour la protection de la planète. Et on va vous indiquer quelques bonnes pratiques, on va vous mettre en mouvement sur le sujet. Et donc, c'est pour ça qu'on a une liste de défis accessibles à chacun qui va leur donner l'envie et le premier pas. Et l'histoire de gagner des points, vous vous souvenez quand vous étiez à l'école, pour gagner des points, des bonus, des bonnes notes, vous étiez prêt à faire beaucoup. Et bien on utilise ces leviers-là, et comme c'est une aventure collective, toute la classe est ensemble et porte le projet ensemble. Voilà. Et donc nous, on a théorisé des leviers de passage à l'action pour la planète, et le collectif et la gamification en fait partie. Oui, et donc ensuite, on peut imaginer que ce sont des bonnes pratiques, comme vous le dites, qui vont perdurer. C'est-à-dire parce que y a cette question, et puis même qu'on va peut-être essayer de partager en famille, donc il y a un côté, je ne sais pas, une capillarité des bonnes pratiques, c'est ce que vous visez? Tout à fait. En fait, le pari de l'association, c'est de faire vivre une expérience forte pendant 3 semaines, avec beaucoup de défis, beaucoup de partages, beaucoup de réalisations communes, et ensuite que les participants intègrent dans leur quotidien et dans leur réflexion tous les enjeux et les bonnes pratiques qu'ils ont expérimentés pendant le challenge. Et ça, on le voit à la fois à l'école, mais aussi en entreprise où on a des projets structurants RSE qui sont mis en place suite au challenge, et aussi quand vous vivez une expérience avec votre entourage, vous voyez votre entourage évoluer sur ces questions. Ouais. Alors justement, parlons des entreprises, parce que les entreprises qui, avec DIFT, soutiennent Ma Petite Planète, est-ce qu'elles font aussi le défi Clara Piget? Ça arrive souvent. Ouais. Nous-mêmes, on a été dans plusieurs ligues Ma Petite Planète avec l'équipe de DIFT. Et je voulais juste revenir sur ce que disait Clément et rejoindre son point. Une fois qu'on a commencé à mettre en place des habitudes qui sont vertueuses pendant 2-3 semaines pour le jeu, en général, on ne revient pas en arrière. Donc, on a supprimé les Tupperware, supprimé plutôt les boîtes usage unique pour les remplacer par les Tupperware le midi. On ne revient pas en arrière à la fin du défi, ce serait un peu dommage. Donc, déjà, ça permet de faire naître un petit peu des nouveaux projets qui sont portés dans les entreprises. Et effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher du financement pour Ma Petite Planète. Donc, les entreprises sélectionnent Ma Petite Planète dans leurs opérations de DIFT et financent le développement du programme scolaire. Qui est le programme qui est porté par l'association sans faire de bénéfices. Et donc, effectivement, ensuite, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est beaucoup mettre en avant ce que les assos peuvent proposer au sein des entreprises et de dire inscrivez-vous dans ce prochain challenge, embarquez vos équipes, faites connaître l'association et changez d'échelle. Il y a d'autres projets, d'autres associations autour de cette question spécifique d'éducation sur la transition environnementale? Tout à fait. Il y en a de plus en plus qui se structurent et c'est une très bonne nouvelle parce que ça permet aussi de faire des enfants et des jeunes générations des ambassadeurs et ambassadrices de ces messages-là. Et on sait que ça marche. C'est beaucoup les enfants qui font changer d'avis leurs parents et plutôt ça que l'inverse. On soutient notamment une association qui s'appelle Mère-Terre, qui accompagne des écoliers dans des sorties, ramassage de déchets, identification des déchets, et ensuite l'association essaye de faire de la sensibilisation sur quelles sont les plus grandes sources de pollution, notamment plastique, dans les environnements. On accompagne aussi l'association No Plastic in Maïsi, qui porte aussi des défis et des challenges sur comment éradiquer le plastique de son quotidien. C'est des sujets porteurs. Effectivement. On connaît la fresque du climat, là, je parle des entreprises, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place la fresque du climat. En quoi, j'ai bien compris la différence, mais je veux bien que vous disiez comment vous vous positionnez. Est-ce qu'il y a parfois des entreprises qui vous disent on a déjà fait la fresque du climat, il n'y a pas besoin de jouer à Ma Petite Planète, quoi? Oui, alors on les connaît très bien, et il y a un super écosystème autour de la sensibilisation sur ces sujets-là et de la formation. Et nous, ce qui va nous, je pense, différencier, et c'est en ça qu'on est complémentaires, c'est vraiment sur le passage à l'action. C'est-à-dire que, globalement, maintenant, il y a une bonne partie des gens qui savent les enjeux, même sans comprendre dans les détails techniques, etc. Mais il y a une urgence écologique, climatique et sur la biodiversité notamment. Comment on fait pour agir? Nous, on a des défis clés en main, accessibles à chacun et avec une mécanique de passage à l'action. C'est-à-dire que les gens, on va les inciter et leur donner envie d'agir dans leur quotidien, dans leur entreprise. Et c'est à travers ce système de ligue, de points, de classement, de partage de preuves, de débat dans les conversations de ligue, que les gens vont se mettre en mouvement. Et donc nous, notre vraie valeur ajoutée, c'est la mise en mouvement des salariés en entreprise sur ces sujets-là, au-delà de l'aspect purement théorique. Est-ce que ça vous semble, je vous posais un peu la même question à tous les deux, d'autant plus important qu'il y a, on va dire, des vents contraires
contraires qui se sont levés, notamment aux États-Unis. Mais enfin bon, on peut parler de l'Europe qui détricote un peu le Green Deal aussi. Vous vous sentez investi d'une sorte de mission ? Peut-être plus que jamais, puisque en effet, et c'est hyper en vrai inquiétant, nous on voit ça, qu'il y a des gens qui une sorte de renoncement écologique. On n'a pas le choix en fait, il faut y aller. C'est une question de presque de survie de l'espèce humaine à moyen terme, quoi. Et du coup, bien sûr qu'il faut y aller, et nous on va mettre toute notre énergie pour faire en sorte d'embarquer un maximum de gens, et aussi de dire aux gens, c'est OK, venez, quel que soit votre niveau de départ, peu importe votre passé, votre historique. Nous, il y a des défis de 1 à 10 points, des choses très faciles, très accessibles. Eh bien, l'idée, c'est d'aller chercher les gens avec leurs conditions de départ et de leur donner envie de faire un peu plus que d'habitude. Et c'est en semant ces graines-là qu'on créera des dynamiques dans les boîtes et ensuite que les boîtes transformeront leur offre et seront potentiellement plus cohérentes sur ces sujets. Un mot sur ces vents contraires ? Il y en a de plus en plus malheureusement et donc oui effectivement on n'a jamais eu autant besoin de l'économie sociale et solidaire au sens large, des startups, des assos, des structures coopératives. Nous on a structuré la société autour de 2 missions, l'une qui est financer des projets impact social et environnemental et l'autre qui est de les rendre visibles et donc on va essayer de pousser beaucoup aussi sur rendre visibles ces solutions qui existent et les pousser toujours plus. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Prêt pour l'impact. Êtes-vous prête pour l'impact ? C'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans notre économie. 26 minutes d'entretien pour creuser ces enjeux de transformation environnementale et sociétale avec Sandra Wabian aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Et vous publiez, c'est chez Flammarion, La mosaïque française, comment refaire société aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va parler du constat peut-être, d'une fracturation, d'une société où les antagonismes s'expriment plus violemment. Alors on le voit quasiment tous les jours à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est vrai ailleurs ? Alors, ce que je propose justement dans le livre, c'est d'essayer d'enlever les lunettes noires qu'on a régulièrement sur notre société française et d'essayer de regarder vraiment les constats sur la cohésion sociale. Et ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, il y a des choses qui vont mal, des inégalités de patrimoine qui augmentent, des difficultés dans le monde du travail, une forme de polarisation parfois des opinions. Mais il y a aussi des choses qui vont bien et dont on parle un petit peu moins, comme par exemple l'engagement des jeunes. On a des jeunes de plus en plus engagés dans notre société. C'est pas quelque chose qui est forcément souvent mis en lumière. On a aussi des enquêtes qui montrent que la tolérance progresse. Alors ça peut étonner puisqu'on a de plus en plus de crimes antisémites, racistes, et puis on voit bien dans l'espace public qu'il y a beaucoup de tensions. Mais en fait, quand vous prenez un peu de recul, eh bien, il y a 40 ans, il y avait beaucoup moins d'ouverture, par exemple, par rapport aux couples de même sexe, par rapport même à l'immigration. Donc en fait, quand on regarde un petit peu sur le temps long, en fait, on a une société qui a quand même avancé. Mais alors, qu'est-ce qui donne ce sentiment d'antagonisme ? On peut toujours se regarder le nombril, nous médias. Est-ce que, par exemple, les médias sociaux, les réseaux sociaux qui sont de plus en plus, et on le voit avec l'abandon de la modération, par exemple, dans les médias sociaux du groupe Meta, annoncé par Zuckerberg après la victoire de Trump, est-ce que ce sont des lieux d'antagonisme plus que la société ne l'est vraiment, d'une certaine façon ? Alors, les médias sociaux, mais les médias traditionnels aussi. Oui, aussi. Puisque, en fait, comme on le sait, les médias ont plutôt tendance à parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et puis, des travaux ont montré qu'il y avait une forme de polarisation liée au visionnage de médias. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer d'avis en regardant les médias, vous allez plutôt vous conforter dans vos opinions, voire vous radicaliser un petit peu en allant vers des médias avec lesquels vous êtes d'accord au démarrage. Et donc, le fait qu'on soit dans une société où on est de plus en plus abreuvé de médias, où on est aussi un peu obligé de suivre tout ce qui se passe, fait aussi que ça, effectivement, participe de la polarisation. Et puis, on a une accélération du temps aussi, une accélération du temps qui est liée notamment à l'arrivée du numérique, qui
arrive à une forme de paradoxe, c'est-à-dire qu'on a du numérique, on est censé gagner du temps avec, et puis finalement on passe des heures et des heures dessus. On y passe de plus en plus de temps. Et donc finalement on court à tous après le temps. Les Français dorment de moins en moins, par exemple. Donc on est tous pris dans une course infernale, et cette course, elle n'est pas propice à la réflexion, à la délibération, au compromis. Oui, effectivement. Lors d'une émission sur France Culture, on va vous proposer une citation de Sandra Wabian. Vous avez déclaré ceci: nous n'assistons pas à une archipélisation de la société française, au sens où ce ne sont pas de petites communautés exclusives qui se font face les unes aux autres, mais bien une forme d'émiettement où les individus ont chacun leur propre identité. Évidemment, vous faites référence, j'imagine, à l'archipel français, c'est le titre d'un livre qui est signé Jérôme Fourquet. D'une certaine façon, si je caricature, vous avez les mêmes chiffres, mais vous n'avez pas la même lecture de la situation, on peut dire ça ? Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans les travaux de Jérôme Fourquet que je suis avec beaucoup d'attention. Je n'ai pas la même lecture que lui de la société française. Pour moi, le phénomène qui domine notre société, c'est le phénomène de l'individualisation. Oui. Donc l'individualisation, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le fait que chacun a envie de faire ses propres choix, de suivre son propre chemin. Et ça va du fait de donner un prénom particulier à son enfant, à choisir ses funérailles avec une cérémonie particulière, en passant par le tatouage, où on va se mettre sur la peau des choses très particulières qui vont vraiment nous dire qui on est. Oui. Mais alors, si on est dans une individualisation, donc c'est la mosaïque d'une certaine façon que vous décrivez, comment on fait société, malgré tout ? Alors, c'est tout l'enjeu, et notamment parce que cette individualisation, elle vient questionner d'anciens modes de société, et notamment tout ce qui était institutionnel, les corps intermédiaires, le fait qu'on pouvait avoir des représentants qui pouvaient réorganiser et organiser la société. Aujourd'hui, c'est remis en cause. Et donc, il faut trouver d'autres moyens de vivre ensemble en reconnaissant cette individualité. Moi, la thèse que je propose dans le livre, c'est le fait de dire que on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est un chemin que suit la société française, et la plupart des sociétés occidentales d'ailleurs, c'est ce chemin de la singularité, et donc il va falloir reconnaître les gens, ça veut dire leur trouver une place. C'est évidemment très exigeant. Oui. Alors effectivement, et alors ça c'est un enjeu du quotidien, et puis il y a des événements particuliers qui peuvent permettre de faire société. Je pense évidemment aux Jeux Olympiques et Paralympiques, le succès des Jeux. Est-ce que pour vous c'est une preuve qu'on peut toujours, puisque vous dites refaisons société, qu'on peut toujours faire société? Ou est-ce que il y a un petit côté phare aveuglant et on donne trop d'importance à ce qui s'est passé pendant quelques semaines? On peut parler des Jeux Olympiques en positif, on peut parler aussi du Covid. Oui. À un moment où la société était face à une menace importante, on a quand même demandé des efforts très importants aux gens, de s'enfermer chez eux pendant plusieurs mois, de renoncer à toutes leurs activités, et les gens s'y sont prêtés quand même plutôt de bonne grâce. Il n'y a pas tellement eu de mouvement de contestation. Donc on voit bien que quand on propose un cadre à la société française, alors soit un cadre coercitif comme ça a été pendant la période Covid, soit un cadre positif comme ça a été pendant la période des JO, on a un élan de la société française. On l'a vu aussi pendant le grand débat, où on a ouvert les portes de la discussion et il y a eu des millions de contributions. Donc si on donne la qui servent à caler les armoires des ministères. Alors c'est là le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les outils qui commencent à émerger pour faire du collectif, ils sont utilisés comme des gadgets. C'est-à-dire qu'on les sort un petit peu comme des prétextes et puis on les range très vite sans en faire quoi que ce soit. Mais il y a un matériau qui est très intéressant et on pourrait s'en saisir, mais il faut trouver une place à ces nouvelles expérimentations citoyennes. Oui, c'est ça, les conventions citoyennes notamment. Il y en a eu sur le climat, il y en a eu sur la fin de vie. Alors, la fin de vie, avec le chaos politique dans lequel on est, dont on va peut-être sortir, qui sait, cette loi, cette réforme, elle est pour l'instant en sommeil. Mais si on prend la Convention citoyenne sur le climat, elle a fait naître beaucoup d'espoir. Il y a certainement eu une erreur majeure de communication d'Emmanuel Macron disant qu'il allait tout reprendre, ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que malgré tout, on peut en faire un bilan relativement positif de cette Convention citoyenne, parce que ça a fait bouger certaines lignes? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'exercice en lui-même, qui lui est très positif, parce qu'il permet aux gens de s'exprimer, il permet aux gens de délibérer, de faire du compromis. Il faut savoir que dans la Convention citoyenne pour la fin de vie, on a 40% des gens qui ont changé d'avis, sur des questions quand même très intimes, sur lesquelles on peut se dire que c'est difficile de changer d'avis. Donc en fait, lorsqu'on laisse du temps aux gens, lorsqu'on leur permet de rencontrer des experts, de discuter entre eux, ils arrivent à créer du compromis. Donc ça, c'est pour l'exercice en lui-même. Message pour les députés, accessoirement. Voilà.
sa place institutionnelle. Et aujourd'hui, le problème de ces exercices, c'est que ce sont des électrons libres. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui décide à quel moment sur quel sujet. On ne sait pas quel est le devenir en fait de ce qui va être produit par ces conventions. Donc il faudrait une place institutionnelle, c'est-à-dire peut-être que les délibérations, enfin les rapports de ces conventions soient soumis au Parlement, ou peut-être qu'il y ait un référendum derrière, ou on peut imaginer différentes choses. Mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait un cadre institutionnel pour que effectivement on fasse quelque chose de tout ce matériau qui est créé par les citoyens. Dans votre livre, vous remettez en cause l'esprit de compétition. Alors, je suis assez d'accord avec vous sur un aspect des choses, c'est-à-dire le fait que notre société, on est dans une société de la note permanente, ce qui est relativement insupportable, c'est une pression sur tous qui est assez insupportable. Et en même temps, la compétition, c'est un moteur de progrès parfois personnel. Donc, je suis un peu partagé là-dessus. Pourquoi vous remettez en cause l'esprit de compétition ? Alors, je pense qu'on a organisé notre société sous un angle de compétition, parce qu'on s'est dit que c'était une manière de créer une forme de justice sociale. C'est-à-dire de se dire, bon, bah, finalement, les ressources ne sont pas illimitées, on va essayer de faire courir tout le monde derrière la même ligne de départ, et puis on verra celui qui court le plus vite, il aura les meilleures ressources. Donc c'est voilà, une espèce de forme de justice sociale. Le problème de cette organisation, c'est que d'abord, c'est très difficile de faire courir tout le monde derrière la même ligne de départ, puisqu'évidemment, on ne vient pas des mêmes milieux, on n'a pas les mêmes ressources intellectuelles, culturelles, patrimoniales, etc. Bon, mettons ça de côté. Deuxième problème, admettons qu'on arrive à mettre tout le monde à égalité. Est-ce qu'on est tous d'accord sur qu'est-ce que c'est que le mérite ? Il y en a certains qui se lèvent très tôt aujourd'hui, qui sont par exemple, si on prend les éboueurs, qui travaillent difficile, et ils ont un travail difficile, pénible, et pour autant, ils ont pas, c'est pas eux qui obtiennent les meilleures places. Donc, est-ce que le mérite, c'est les talents ? Est-ce que c'est l'intelligence ? Est-ce que sont les efforts ? Bon, mettons de côté ce deuxième problème. Troisième problème, le problème, c'est que mécaniquement, forcément, on obtient des gagnants et des perdants. Oui, mais ça, c'est la vie. Oui, mais du côté le problème de cette organisation, c'est que du côté des gagnants, aujourd'hui, on crée du burn-out, c'est-à-dire qu'on pousse tellement tout le monde à courir de plus en plus vite qu'il y a de l'épuisement, on crée finalement des ressources presque inexploitées. Et du côté des perdants, on crée du ressentiment, puisqu'en fait, les gens, non seulement sont en situation d'échec, et en plus, on leur dit, c'est de votre faute. Vous n'avez pas fait les bons choix, vous n'avez pas été au bon endroit sur Parcoursup, vous n'avez pas fait le bon choix professionnel, etc., etc. Et donc, ça crée du ressentiment. Et donc, on ne peut pas créer une société unie dans une société où on est en compétition permanente. La transformation environnementale, évidemment, c'est un changement de société majeur. On voit qu'il y a des freins qui sont nombreux, on voit qu'il y a parfois le refus, et il s'exprime peut-être encore plus en ce moment, d'un rythme jugé trop rapide ou trop imposé. On peut prendre plusieurs exemples, il nous reste un quart d'heure dans notre entretien. On va parler de la mobilité pour commencer. Déjà, le constat. Le constat, il est évident, mais je veux bien l'entendre avec vos chiffres et avec votre expertise. La voiture, ça reste le moyen de transport plébiscité des Français. Oui, tout à fait. C'est effectivement le principal moyen de transport, que ce soit pour les transports du quotidien ou pour les transports pour aller en vacances, pour plusieurs raisons. D'abord, tout a été organisé autour de la voiture. Donc finalement, les gens ont pu se saisir de cette possibilité pour s'installer. Autre phénomène très important, l'augmentation des prix de l'immobilier, qui a fait que les gens ont dû s'éloigner des centres-villes et donc ils sont d'une certaine manière piégés avec leur voiture, ils ne peuvent pas faire autre chose. Et puis ça reste aujourd'hui un moyen de transport pas cher en fait, contrairement à ce qu'on peut dire, parce que vous pouvez acheter une voiture d'occasion, pas des voitures électriques. Oui, ça, justement, on va en parler de cet enjeu. Mais vous pouvez acheter une voiture d'occasion pas très chère et finalement du coup avoir plusieurs voitures dans votre foyer. Ouais. Et effectivement, c'est pas simple de faire coïncider mobilité et défense de l'environnement. Et c'est le sens de la question que notre invité précédent, Christophe Rollet, le directeur général de Point S, vous pose. Ravi de vous poser une question. Je voudrais savoir, à votre avis, quels sont l'impact des mesures à la fois de la Commission européenne et des pouvoirs publics aujourd'hui sur l'environnement. Est-ce que vous pensez sur l'automobile qu'ils sont durables et qu'ils permettent aux consommateurs à la fois d'avoir cette démarche pour l'environnement tout en maintenant son pouvoir d'achat, sachant qu'aujourd'hui, et Point S est bien placé pour le savoir, la conjugaison, l'addition des deux n'est pas toujours une équation solvable.
On pourrait le dire autrement, rouler en voiture électrique, c'est trop cher. Oui, c'est trop cher. C'est trop cher malgré les aides. Et peut-être que la voiture électrique n'est pas la seule solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce que les gens peuvent continuer à avoir de la mobilité en ayant moins d'impact sur le climat. Donc, il y a la piste de la voiture électrique qui a été beaucoup promue, mais il y a évidemment... Notamment par l'Europe. Il y a cette borne de 2035 avec la fin de la vente des véhicules thermiques. Tout à fait, neufs, mais on reste sur un modèle de la voiture individuelle, en fait. Oui. On essaye de ne pas trop bouleverser les modes de vie de la population. Moi, il me semble qu'un élément qui manque dans l'équation, c'est tout ce qui est infrastructure de transport collectif. Alors, ça peut être des infrastructures lourdes, des trains, etc. Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres types de solutions. Par exemple, les cars à haute fréquence. Donc, vous mettez en place des cars, donc c'est moins cher. Vous n'avez pas besoin de 10 ans pour mettre en place la solution. Et ça marche très bien. Les gens, du coup, ont un moyen de transport qui est régulier, qui est fiable et qui utilise la route. Donc, en fait, essayer de développer aussi des solutions de transport collectif et pas seulement des solutions de transport individuel. Oui, mais ça dépend de qui? Des collectivités locales, essentiellement. Collectivités locales et de l'État, de la puissance publique. Et effectivement, il me semble qu'on fait les choses un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de changer leur mode de vie, on leur dit c'est pas bien, abandonnez votre voiture, elle pollue trop, mais on n'a pas vraiment de solution de remplacement. Et aujourd'hui, la population est un petit peu piégée. Oui, c'est souvent un argument qu'on entend. On aurait dû développer les transports en commun avant d'imposer la voiture électrique, quoi. Voilà, en fait, on le voit par exemple dans les grandes villes où il y a eu un développement des pistes cyclables. C'est en développant les pistes cyclables que l'usage du vélo a progressé et pas inverse. Parce que vous demandez aux gens de prendre leur vélo et ils sont dans une ville où il y a des dangers permanents, ils ne vont pas les prendre en fait. Et on en revient au thème de votre livre, à cette question de faire société, de cohésion sociale. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on a des millions de Français qui se sentent exclus de cette transition environnementale, en tout cas sur la thématique de la mobilité. Donc, avec quel ferment de fracture sociale, justement? C'est certain qu'aujourd'hui, il y a ce sentiment, et on l'avait vu dans le mouvement des Gilets jaunes, que c'est toujours aux mêmes qu'on demande des efforts, et un sentiment un peu d'injustice sociale. Et l'exemple le plus emblématique de ça, c'est par exemple la question du transport en avion. C'est-à-dire, les Gilets jaunes disaient, bah oui, mais nous, on nous taxe quand on prend la voiture, mais par contre, les voyages en avion, eux, sont plutôt favorisés. Donc, il y a besoin d'une forme de justice sociale, pour le coup, d'efforts qui soient partagés par tous pour que les gens se mettent en mouvement. S'ils ont le sentiment que c'est simplement une partie de la population, et notamment les classes moyennes à qui on demande des efforts, ça va être compliqué. Autre thème, les événements climatiques extrêmes, sécheresse, canicule, inondations que l'actualité nous réserve en ces mois d'hiver. Ces épisodes, ils se multiplient et pourtant le climato-scepticisme, il demeure. Comment vous l'expliquez, ça? Alors, il est quand même beaucoup moins important qu'il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il y a quand même peu de gens qui remettent en cause le fait qu'il y a des changements climatiques. Mais ils disent que ce n'est pas forcément lié à l'activité humaine. Voilà, il y a encore une proportion relativement importante de Français qui disent ça. Ou surtout, ils disent finalement, les solutions, ça peut être des solutions techniques. C'est-à-dire qu'on va s'en sortir avec la technologie, on va trouver des moyens pour capter le CO2 sous terre, on va trouver des moyens pour se chauffer en utilisant moins d'énergie. Ce qu'on appelle le technosolutionnisme. Technosolutionnisme, etc. Et ça, c'est un peu l'opinion dominante dans la société française qui permet de résoudre l'idée que on n'est pas contre l'environnement, mais on n'a pas trop envie de bouger non plus nos modes de vie, et donc on se dit qu'il va y avoir le miracle, la fée technologie qui va venir nous sauver. Bon, à peu près tous les scénarios qui sont faits par l'ADEME et d'autres RTE, etc., montrent que ça ne peut pas être la seule solution. Ça peut être une partie du chemin, on peut faire une partie des progrès avec la technologie, mais il va y avoir aussi besoin de changer les modes de vie. Prêt pour l'impact, c'est le thème le titre de cette rubrique, question que je pose à mes invités, mais là, à travers vous, je la pose aux Français d'une certaine façon. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts, vous venez de commencer à répondre à la question, mais finalement à l'inévitable, ou en tout cas aux conséquences du réchauffement climatique qui est déjà là?
Alors, je ne pense pas qu'il y ait une conscience vraiment complète de toutes les conséquences qu'il va y avoir sur le changement climatique. J'entendais ce matin qu'il y a eu un rapport sur les pratiques sportives. Comment est-ce que nos pratiques sportives vont devoir évoluer parce que l'eau, dans les gens qui font des sports nautiques, le niveau de l'eau va monter. Les sports d'hiver, évidemment, sont impactés, mais aussi les sports de gazon. Enfin, en fait, toutes nos pratiques quotidiennes vont être appelées à évoluer. Je ne suis pas certaine qu'il y ait cette conscience aussi forte. On sait qu'il va y avoir un réchauffement climatique, on sait qu'il va y avoir des conséquences, mais on met un petit peu à distance. Par exemple, aujourd'hui, on a à peu près la moitié du territoire qui est concerné soit par un risque d'inondation, soit par un risque de sécheresse, soit par le risque argileux, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir gonflement, rétractation des sols argileux. C'est quand même énorme. Oui. Je ne suis pas sûre que la population française soit vraiment consciente de ces difficultés-là. Oui. Est-ce que le fait d'en être conscient amènerait forcément à de nouveaux comportements? Alors, pas forcément. C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de travaux en sciences sociales. Ce n'est pas parce que vous savez quelque chose que vous le faites. L'exemple typique, c'est celui du fumeur. Vous savez très bien que c'est mauvais pour vous et pourtant, vous le faites quand même. Donc, dans les changements de comportement, il peut y avoir d'autres méthodes que juste la sensibilisation. Il peut y avoir les méthodes financières. On vous tape au porte-monnaie avec les questions de fiscalité. On a vu on vous incite. Où on vous incite, voilà. Mais on a vu que ça soulève quand même beaucoup de tensions dans la société française. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les nudges, c'est-à-dire essayer, par exemple, des petits coups de pouce, où quand vous voyez que les autres se mettent à agir, vous allez vous aussi vous mettre à agir. Et moi, je crois aussi beaucoup au discours sur les bénéfices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on décrit le changement climatique comme l'apocalypse. Ça va être la fin du monde. Personne n'a envie de changer ses comportements pour aller vers la fin du monde. On se dit, du coup, on a un comportement très logique de déni. Foutu pour foutu, on y va. Quoi. Par contre, le fait de changer ses modes de vie, c'est censé aussi apporter, par exemple, si on mange de manière mieux, de manière plus bio, si on s'alimente mieux, on va être en meilleure santé. S'il y a moins de pollution également. Donc par ça, exemple, c'est un enjeu la santé, ça peut être un levier qui fait bouger les comportements beaucoup plus que le levier environnemental. Oui, donc c'est un enjeu de communication, de récit, d'imaginaire d'une certaine façon. Moi, je crois beaucoup aux imaginaires et à la place du discours, du récit. C'est Harari qui explique qu'en fait, ce qui différencie les hommes des animaux, c'est que le récit leur permet de se mettre en mouvement et ils vont créer des entreprises, ils vont créer des religions, ils vont créer des choses qui vont faire que collectivement, ils vont se mettre en route. Et moi, je suis assez d'accord avec ce point de vue. Yuval Noah Harari, qui est l'auteur de Sapiens et de Nexus, c'est son dernier livre sur les réseaux d'information, du pigeon voyageur à l'intelligence artificielle, livre passionnant que je vous conseil, si on reste face à cette question des catastrophes naturelles, ce que disent les Français, 75% des Français ne se sentent pas bien préparés face aux inondations. Le chiffre, c'est 73% quand on parle des incendies de forêt. Et c'est 59% des Français qui ne se sentent pas bien préparés quand on parle de la canicule. Est-ce qu'on est en train de parler d'éco-anxiété, là ? Oui. Tout à fait. C'est une façon d'incarner l'éco-anxiété. Oui, et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur l'anxiété, c'est-à-dire on dit beaucoup tout ce qui va mal se passer et on n'explique pas forcément aux gens ce qu'ils doivent faire. Et donc, ça crée une forme d'impuissance et effectivement d'éco-anxiété, notamment chez les jeunes, et qui vient alimenter le fait qu'on a des problèmes de santé mentale aujourd'hui, notamment chez les jeunes. Alors, c'est aussi lié au Covid, mais c'est quand même des signaux un peu alarmants parce que la jeunesse, c'est aussi celle qui doit apporter un peu d'énergie dans notre société. Donc, si on a des taux comme aujourd'hui de personnes qui sont en syndrome dépressif, etc., aussi importants, ça doit nous questionner quand même. C'est l'une des raisons de la baisse de la natalité aussi dans notre pays. Alors c'est plus complexe que ça. Oui, voilà. Dans la baisse de la natalité, alors déjà, c'est un peu... ça serait caricatural de dire éco-anxiété, baisse de la natalité. Non. Je pense qu'il y a plein de phénomènes. Il y a le fait qu'on vit moins en couple. Donc, mécaniquement, on fait moins d'enfants. On se met plus tardivement en couple aussi. Également, le fait qu'on a envie... De la même façon qu'on a envie d'être un individu autonome, on a envie que son enfant soit un individu qui ait toutes les chances de son côté, et donc peut-être qu'on aura un petit peu moins d'enfants pour pouvoir s'en occuper un petit peu mieux. Donc ça va aussi avec l'individualisation. Et puis, il y a aussi des phénomènes d'inquiétude par rapport au niveau de vie, par rapport au chômage. Donc, et puis après, il y a aussi tout ce qui se joue du côté de l'égalité homme-femme.
On sait qu'en France, on avait une natalité assez importante, notamment parce que on a, par exemple, des systèmes de garde et on parlait de miracle français. C'est vrai qu'en se comparant aux autres pays européens, alors on reste un pays avec un taux de natalité plus élevé que les autres, mais notre taux a quand même bien baissé. Voilà, donc il y a peut-être des questions qui se jouent autour de la place des femmes et le fait que les femmes ont envie d'avoir vraiment les mêmes carrières que les hommes aujourd'hui, et également, donc, en miroir, la place des hommes. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du fait qu'il faut que les femmes évoluent dans leur carrière, mais il faut aussi que les hommes évoluent dans leur vie familiale pour qu'il y ait vraiment une parité. Je vous pose cette question parce que ça a évidemment des conséquences économiques et sociales qui sont importantes. Notre système de protection sociale, notre système de retraite, il repose sur un nombre d'actifs important. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni là aussi, aujourd'hui, en France ? Alors, il me semble qu'il y a d'autant plus une forme de déni qu'il y a un rejet massif de l'immigration. Or, ça pourrait être un des paramètres de l'équation. On voit bien que c'est soit on fait plus de bébés, soit immigration, soit des robots pour faire le boulot des humains. C'est ça. Mais jusqu'à présent, on n'a pas complètement réussi à remplacer les humains par des robots. Voilà. Même si, effectivement, il y a une partie des tâches qui sont remplacées. Donc, il y a effectivement une forme de déni et une forme de rejet de l'altérité qui est quand même très forte dans notre société. Donc, qui pose les questions sur, comme vous le dites, la pérennité du modèle. Mais c'est vrai aussi du débat sur les retraites et le fait de travailler plus longtemps. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avec cette situation démographique, il n'y a pas beaucoup de choix que de travailler plus longtemps. Oui, c'est vrai. Après, il faut aussi savoir que le monde du travail, la pénibilité au travail a plutôt eu tendance à augmenter. Et donc, les gens sont aussi inquiets de ne pas réussir à aller jusqu'au bout, en fait, de leur carrière. C'est pas simplement qu'ils sont flemmards et qu'ils ont envie de se tourner les pouces à la retraite. C'est qu'ils sont assez inquiets de réussir à tenir le rythme. Et ça, c'est vrai pour les ouvriers, mais c'est vrai aussi pour les cadres qui sont inquiets de ne pas réussir à tenir le niveau de stress et de productivité dont on parlait tout à l'heure permanent. Je voudrais, il nous reste 1 minute 30, qu'on parle quand même de l'eau, du partage de l'eau, parce que est-ce que c'est l'un des thèmes sur lesquels les Français sont peut-être, justement, on parlait de déni, les plus réceptifs, c'est-à-dire les plus conscients, les plus actifs même déjà? Alors en tout cas, on a publié récemment des travaux pour la Caisse des dépôts qui montrent qu'effectivement, il y a une augmentation de la proportion de Français qui fait attention à la manière dont ils utilisent l'eau. Mais ça va de pair avec un développement des pratiques qui n'est pas totalement cohérent, et par exemple le développement des piscines individuelles qui mobilisent beaucoup d'eau. Après, sur le sujet de l'eau, il faut savoir que les principaux impacts, ce ne sont pas les individus, ce sont les entreprises, l'agriculture, et l'agriculture, etc. Donc les ménages, c'est une petite partie du chemin, mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience par rapport à l'eau qu'il n'y avait pas il y a forcément 30 ans. Avec des enjeux de partage. Alors, guerre de l'eau, le terme est certainement trop fort, mais on voit déjà des frictions, et on en revient à la question de faire société autour de ces enjeux. Oui, alors il y a des commissions en fait qui peuvent exister au niveau local pour essayer de se mettre d'accord entre tous les usages de l'eau. C'est extrêmement compliqué parce que, par exemple, l'activité de tourisme a besoin de beaucoup d'eau pour se développer, l'agriculture aussi, les ménages aussi, et donc qui va accepter finalement de réduire son usage de l'eau? Et effectivement, il va falloir qu'on crée des cadres de discussion pour réussir à résoudre ces enjeux, parce que ça va être des enjeux de plus en plus importants. Merci beaucoup, Sandra Wabian. Je rappelle le titre de votre livre, La mosaïque française, comment refaire société. C'est publié aux éditions Flammarion. Voilà, on passe tout de suite à notre rubrique Start-up, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Smart Ideas avec Camille Colbus, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Dero, vous l'avez créé en janvier 2024 avec Vaibhav Krishna. Et avec quelle idée, c'était quoi le déclic? Ouais, alors le déclic, c'est assez simple. En fait, on est parti d'un constat qui est qu'aujourd'hui, le marché de la seconde main est en plein boom. Et pour autant, il y a plein de gens qui ne consomment toujours pas de la seconde main, alors que ça a un vrai impact écologique et un vrai impact économique. Et en fait, on a été un peu demandé aux utilisateurs, à nos potes, pourquoi est-ce qu'ils ne consommaient pas forcément? Qu'est-ce qui vous manque, quoi? Exactement. Pourquoi est-ce que vous n'y allez pas, quoi? On a pas mal d'applis, il y a pas mal d'entreprises qui se créent. Pourquoi vous n'y allez pas? Et en fait, la première chose qui revient, c'est qu'en fait, ça prend 4 fois plus de temps que d'acheter un produit neuf.
et c'est très difficile de comparer les différentes offres. Vous n'avez pas en fait un site qui va agréger les différentes plateformes et les différentes offres. Donc en fait, ça devient chronophage, énergivore, compliqué, c'est pas fiable, vous savez pas sur quel produit vous allez tomber. Moi, j'ai tenté d'acheter un vélo sur Le Bon Coin. En fait, on sait jamais si c'est un vélo qui est volé ou pas. Et donc, c'est comme ça qu'est né Dero, qui est aujourd'hui une plateforme qui répertorie du coup tous les produits de seconde main et de reconditionné. Mais alors, c'est famille par famille, c'est ça? C'est classé par famille de produits en quelque sorte? Exactement. En fait, vous allez pouvoir retrouver tout type de catégories parce que nous, on est parti de l'ambition de se dire que pour chaque besoin, vous pouvez trouver un produit de seconde main. Donc, vous avez toutes les thématiques sur la plateforme. Donc, ça veut dire que vous avez signé des partenariats avec des plateformes de seconde main, des marques qui ont chacune qui sont chacune dans leur silo, oui, chacune leur spécialité. Exactement. En fait, aujourd'hui, on travaille avec des Back Market, des Fnac, des Darty, mais aussi des plus petits Celency, qui eux ont des produits de reconditionné. Et l'idée, c'est d'avoir tout sur une seule et même plateforme pour vraiment les agréger et que ce soit beaucoup plus simple pour le consommateur. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus balbutiants que d'autres? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un Back Market, c'est devenu un géant. Je ne sais pas si dans les, je vais dire n'importe quoi, mais les articles de sport, il y a un équivalent aujourd'hui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors en fait, aujourd'hui, effectivement, on retrouve sur toutes les catégories de la seconde main. Moi, j'ai un exemple qui est assez marrant. Alors, toutes les catégories ne fonctionnent pas encore comme Back Market, qui fait beaucoup d'électronique aujourd'hui. Mais j'ai un exemple qui est assez sympa. Sur le site, on a des jouets intimes reconditionnés. Il s'appelle Réjouis. Et alors là, on peut se dire que c'est vraiment une niche. Et pour autant, voilà, ça existe. Après, on a les vélos reconditionnés, par exemple avec Lowy, qui fonctionnent hyper bien. Donc là, on voit vraiment cet essor et l'envie du consommateur aussi de se tourner vers la seconde main. C'est quoi le modèle économique de Dero? Alors nous, on va se rémunérer en prenant une commission sur la vente. Donc c'est assez simple, c'est gagnant-gagnant pour le commerçant, pour la marketplace qui va du coup vendre plus grâce à Dero. Et nous, on récupère une commission. Et quel bilan vous faites là après un peu plus d'un an d'existence? C'est super parce qu'en fait on voit qu'il y a une vraie envie de la part du consommateur et de l'utilisateur. Aujourd'hui, on a un peu plus de 5000 visites par semaine sur le site. On a sauvé, nous on aime bien raisonner en termes d'impact, on a sauvé plus de 30 000 kg de CO2. À l'inverse, si les gens avaient acheté... s'ils avaient acheté du neuf à la place. Exactement. Et même en termes monétaires, on a sauvé plus de 10 000 euros. Donc pareil, en fait, c'est vraiment un vrai impact. Parce que, il faut le rappeler, c'est forcément moins cher. C'est forcément moins cher. C'est une évidence, mais il faut le rappeler, mais avec des niveaux d'économie qui peuvent aller jusqu'à combien Jusqu'à du moins 70%, en fait. Vous avez des produits qui, de toute façon, sont toujours en très bon état. Alors, ça va être des produits, parfois, quand ils sont reconditionnés, comme de l'électroménager. J'ai l'exemple de Underdog, qui fait des lave-vaisselle, des lave-linges, etc., qui va récupérer les produits, les retravailler. Ça demande un coût de main-d'œuvre. Là, vous avez des prix à moins 20, moins 30%, mais c'est encore une fois un vrai coût, quoi. Vous garantissez, vous disiez j'achète un vélo, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas été volé. C'est vous qui le garantissez ou ce sont vos partenaires qui le Ce sont nos partenaires, mais nous sur notre plateforme, on ne met que des partenaires fiables. D'accord. Et ça c'est important parce que ce qu'on a vraiment remarqué chez le consommateur, c'est qu'il a besoin de confiance dans le produit et dans la marketplace auprès de qui il va acheter. Et donc nous c'est vraiment de se dire, en fait quand vous êtes sur Dero, vous n'avez que des marketplaces dans lesquels vous pouvez avoir confiance et votre produit sera un produit certifié, reconditionné de seconde main. Merci beaucoup Camille Colbus et bon vent à Dero. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.